Donc, on va entamer encore avec un autre cours qui est l'amygdalite chronique. Est-ce que vous m'entendez? Ok, très bien. Donc, on va enchaîner avec l'amygdalite chronique. Donc, comme introduction, l'amygdalite chronique est une pathologie qui est très fréquente en ORL. Donc, il s'agit d'une inflammation chronique de la muqueuse amygdalienne avec rétention intracryptique de calcium. Donc, tout ça, c'est un mot-clé. Voilà le mot-clé. Chronique, muqueuse amygdalienne, rétention intracryptique de calcium. D'accord? Donc, faisons le lit à des surinfections récidivantes et à répétition. Donc, elles succèdent souvent à des maladies infectieuses aiguës et ou récidivantes qui ont diminué les conditions de résistance locale au niveau des amygdales. Donc, le terrain favorable, il n'y a pas d'image? Ok, je vais voir. Toujours rien? Toujours rien? Ok. Maintenant, non? Toujours pas d'image? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Et là, c'est OK? Là, c'est OK? Très bien. Très bien. Donc, pour les facteurs favorisants, il y a toujours un terrain allergique, les problèmes immunologiques au niveau des voies aérodigestives supérieures. Il y a aussi le diabète, les infections, et les angines à répétition, etc.
Donc, pour l'éthiopathogénie de l'amygdalite chronique, la pathogénie, il s'agit d'une rétention de calcium dans les cryptes amygdaliennes au niveau du pôle supérieur qui est rétréci ou obstrué par des infections amygdaliennes à répétition superficielle et récurrente. Donc, il y aura toujours une rétention du calcium. Ce calcium au niveau des cryptes amygdaliennes, au niveau du pôle supérieur, un pôle supérieur de l'amygdale qui est rétréci et obstrué par à chaque fois des infections à répétition euh, au niveau de l'amygdale palatine. D'accord? Donc, pour les facteurs favorisants, il y a toujours des facteurs allergiques. Bon, on a dit déjà les problèmes immunologiques, les, les causes bucco-dentaires comme la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a aussi le reflux gastro-œsophagien et les amygdalites post-chirurgicales sur moignon. Par exemple, si on réalisera une amygdalectomie incomplète et avec persistance d'un fragment tissulaire ou d'un fragment du tissu amygdalien, et ça va favoriser le développement ou la survenue d'une amygdalite chronique. Donc, pour le type de description, c'est l'amygdalite chronique caseuse cryptique chez l'adulte. Donc, les signes fonctionnels, on a une dysphagie avec une odynophagie. Bien sûr, c'est en cas toujours d'une surinfection, on aura ces symptômes-là, la dysphagie et l'odynophagie, ou en cas d'une amygdalite chronique hypertrophique, c'est-à-dire les amygdales palatines, ils sont hypertrophiées. D'accord. L'otalgie aussi, on la trouve s'il y a une surinfection ou une poussée de réchauffement. Les halitoses, c'est-à-dire c'est la mauvaise hygiène, la mauvaise haleine, une haleine qui est très fétide, et des paresthésies pharyngées, des troubles phonatoires ou respiratoires. Les troubles phonatoires euh, type voix couverte et étouffée, on les trouve beaucoup plus en cas d'une amygdalite chronique hypertrophique. Donc, pour les signes physiques, à l'inspection, on trouve toujours les amygdales palatines qui sont soit volumineuses, congestives avec des amas caseuses ou des formations kystiques. D'accord? Donc, soit on trouve le casium qui est des points comme ça, jaunâtres ou blanchâtres au niveau des cryptes amygdaliennes. D'accord? Et soit carrément des formations kystiques au niveau de l'amygdale. Donc, la palpation, elle permet d'échapper le casium. Donc, quand on exerce une pression au niveau de l'amygdale par un coton-tige ou un autre instrument, ou une abaisse-langue, etc., il y aura le casium qui va sortir de ces cryptes. Et en cas de la présence d'un kyste, il y aura issu d'un liquide qui est louche et fétide. Donc, soit on aura à la pression, soit c'est du casium, c'est des fragments c'est des fragments comme ça, carrément des fragments qui sont jaunes blanchâtres et qui ont une odeur qui est très fétide. Et s'il y a un kyste, donc le kyste, il y aura un issu d'un liquide qui est louche et très fétide. Donc, les amygdales, elles peuvent être aussi atrophiques, enchatonnés, c'est-à-dire ils sont comment dirais-je, ils sont bien, ils sont cachés entre les deux piliers antérieurs et postérieurs. Voilà, on n'arrive pas facilement à visualiser les deux amygdales. C'est ça le mot enchattonné. Donc, ou d'apparence normale, comme l'apparence peut être normale. Donc, la palpation des aires ganglionnaires, on peut trouver des adénopathies sous-digastriques, c'est-à-dire des adénopathies cervicales, sous-anguilo-mandibulaires, l'examen ORL et somatique complet et un prélèvement de la gorge pour une étude bactériologique. Voilà une amygdalite chronique
cryptique et hypertrophique avec, voilà, ça c'est les cryptes amygdaliens, les trous, ces trous-là, c'est les cryptes amygdaliennes et cette substance jaunâtre, c'est le caséum. Ça, c'est le caséum, là. D'accord? Oui, oui, généralement c'est bilatéral. Généralement c'est bilatéral, oui. Voilà, je passe. Donc, les formes cliniques, on a les amygdalites chroniques, comme on a dit, les amygdalites chroniques hypertrophiques. Voilà une hypertrophie amygdalienne. Les problèmes avec ces hypertrophies, c'est ils vont provoquer le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le SAOS, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et dans ce cas, ils vont être une indication en amygdalectomie. D'accord? Donc, les amygdalites chez les personnes allergiques qui ont un terrain atopique et les amygdalites chroniques chez les petits-enfants qui sont généralement des amygdalites chroniques hypertrophiques. D'accord? C'est ça généralement les formes cliniques. Donc, pour les complications des amygdalites chroniques, bon, il y a les complications inflammatoires, c'est à force de faire donc l'amygdalite chronique, elle va favoriser les poussées de surinfection. Donc, on aura automatiquement des angines à répétition et à streptocoque bêta-hémolytique. Et par conséquent, on aura les complications, si on ne traite pas, on aura les complications des angines à répétition à streptocoque qui sont, comme vous l'avez déjà vu dans le cours de l'angine, comme la scarlatine, le rhumatisme articulaire aigu, les glomérulonéphrite aiguë, les poussées de réchauffement. Bon, voilà. Donc, les complications infectieuses, c'est la formation des phlegmons. Bon, la complication la plus fréquente, c'est le phlegmon périamygdalien. Puis, il y a les abcès parapharyngés, les rétropharyngés et les cellulites périamygdaliennes. Ça va pour le moment? Oui. Très bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Ça, c'est une image, ça c'est un phlegmon périamygdalien. Ça, c'est une image scanographique qui montre un phlegmon périamygdalien. Voilà le phlegmon. Et vous voyez le refoulement. Ici, c'est une coupe qui passe au niveau par le voile du palais. On voit ici le voile du palais qui est refoulé. D'accord? Ça, c'est les espaces parapharyngés. Voilà, ça, c'est l'espace rétrostylien, là où il y a la carotide interne et la jugulaire interne. Les voilà. Et ça, c'est l'espace prestylien. Ça, c'est le prestylien. Ça, c'est le rétrostylien. Ça, c'est le diaphragme stylien. D'accord? Et ça ici, ça c'est l'espace rétropharyngé. C'est le siège des suppurations rétropharyngées. C'est un espace virtuel, mais quand il y a une séparation, il va devenir visible ici. C'est le rétropharyngé, juste en avant du plan prévertébral. Voilà. Donc, pour le traitement des amygdalites chroniques, donc le but du traitement, il faut toujours essayer d'éradiquer le foyer inflammatoire amygdalien. Il faut éviter les surinfections parce que les surinfections, surtout chez les enfants, ça expose l'enfant à des complications de l'angine comme les abcès péripharyngés
et les complications des angines streptococciques, comme le rhumatisme articulaire aigu, et bien sûr, voilà, éviter les complications. Les moyens, la chirurgie, bon, il faut savoir que l'amygdalite chronique n'est pas une indication à l'amygdalectomie. Une amygdalite chronique seule n'est pas une indication à l'amygdalectomie selon les recommandations de la Société française d'ORL ou les recommandations de l'Académie américaine de la chirurgie de la face et du cou, faites bon, les dernières recommandations faites en 2019. Donc, l'amygdalite chronique, ce n'est pas une indication à l'amygdalectomie. Il y a des cas bien précis. Là, on doit réaliser une amygdalectomie, comme le cas d'une hypertrophie bilatérale obstructive avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ou s'il y a des complications inflammatoires, infectieuses, comme le rhumatisme articulaire aigu. Là, ça devient une indication à l'amygdalectomie. Donc, pour le traitement, il y a une chirurgie au laser. Bon, c'est pratiquement une amygdalectomie au laser. Et il y a l'électrocoagulation. Beaucoup plus, on utilise ce qu'on appelle la radiofréquence et on réalisera ce qu'on appelle la fulguration. La fulguration, c'est-à-dire une destruction du tissu amygdalien à l'aide de la radiofréquence. Voilà. Donc, pour le traitement médical, c'est les antibiotiques, généralement, c'est le clamoxyl, mais bon, avec l'émergence des souches producteurs de bêta-lactamase, on préfère d'associer l'amoxicilline à l'acide clavulanique, donc c'est l'augmentant. Et les anti-inflammatoires à usage local, c'est juste des colitoires pour soulager la douleur en cas de surinfection, mais ils n'ont pas d'intérêt, d'accord? Ils n'ont pas d'intérêt, c'est beaucoup plus les antibiotiques. Il faut soigner aussi les facteurs favorisants comme le RGO avec des antisécrétoires, etc. S'il y a un terrain allergique, il faut donner un traitement anti-allergique. S'il y a un diabète déséquilibré, etc., des facteurs qui entraînent la baisse de l'immunité, il faut traiter l'étiologie. Et s'il y a des ports d'entrée dentaires, des caries, etc., et donc il faut une bonne hygiène bucco-dentaire pour que le traitement marche. Donc, le traitement antibiotique, c'est beaucoup plus pour traiter les poussées de réchauffement. Donc, pour les indications, bon, la forme commune amygdalectomie, mais non, ce n'est pas une indication. C'est juste en cas d'une amygdalite chronique hypertrophique avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, l'indication, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et en cas d'une poussée de surinfection fréquente, plus de 5 angines par an selon la Société française d'ORL ou de 7 angines par an documentées, 7 angines documentées selon l'Académie américaine de la chirurgie de la face et du cou. Donc, voilà, ça c'est pour l'amygdalectomie. Pour les complications, le traitement des complications comme le fragment, comme on a vu, c'est l'incision, drainage ou les ponctions itératives. Pour les abscesses aussi, c'est le drainage avec un traitement antibiotique. La cellulite, c'est la même chose. Les poussées de réchauffement, c'est les antibiotiques. On peut réaliser, pour l'amygdalite chronique, on peut réaliser des séances de radiofréquence avec fulguration sous anesthésie locale, mais ça nécessite plusieurs séances pour qu'on arrive à un bon résultat, mais on peut se contenter de juste, comment dirais-je, il faut juste presser l'amygdale, exercer une pression au niveau de l'amygdale et faire évacuer le casium, comme ça plusieurs séances par semaine, etc. Faire évacuer le casium avec un traitement antibiotique et des bains de bouche, et on aura un bon résultat aussi. Voilà.
Cela. Donc, en conclusion, l'amygdalite chronique est une entité différente de l'angine aiguë, bien sûr, c'est carrément différent. Le traitement, il fait appel beaucoup plus l'amygdalectomie en cas d'hypertrophie avec syndrome d'apnée du sommeil. Et il n'y a pas d'indication de traitement antibiotique par voie parentérale. Le traitement antibiotique, c'est beaucoup plus en cas des surinfections à répétition ou des poussées aiguës de réchauffement et ne pas ignorer la possibilité de survenue des complications parce que l'amygdalite chronique, c'est un facteur favorisant de survenue des abcès, surtout le phlegmon périamygdalien. Et voilà. Donc, pour le traitement de l'amygdalite en elle-même, le traitement il repose juste sur l'évacuation des caséums, plusieurs séances par semaine, ou soit carrément destruction du tissu amygdalien sous anesthésie locale par ce qu'on appelle fulguration à la radiofréquence. D'accord? Voilà, je pense. OK, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, voyons voir. Bon, je n'ai pas toujours compris pourquoi on ne donne pas d'antibiotiques. Les antibiotiques, on les donne juste pour en cas de poussée de réchauffement, c'est-à-dire que c'est un poussée de réchauffement sur une amygdalite chronique, d'accord? Ou en cas, par exemple, d'une complication comme un phlegmon péramygdalien, etc., d'accord? Quelles sont les contre-indications d'une amygdalectomie? Bon, les contre-indications d'une amygdalectomie, c'est en général, c'est des complications soit d'ordre anesthésique, d'accord, ou d'ordre général, comme par exemple les troubles d'hémostase, etc. D'accord? C'est beaucoup plus, c'est des contre-indications relatives. C'est des contre-indications, par exemple, si le malade présente, il y a un trouble d'hémostase, par exemple, type un TP bas ou une diminution du taux de plaquettes, etc. Il suffit juste de corriger ce déficit et réaliser le geste normalement, d'accord? Est-ce que c'est vrai? Ça affaiblit le système immunitaire. Ça a été, c'est un débat éternel, mais, il faut savoir que l'amygdalectomie, elle repose sur des indications bien précises. Si on respecte ces indications, donc automatiquement, le bénéfice d'une amygdalectomie il sera supérieur par rapport, que ce soit le risque chirurgical, que ce soit ce risque immunitaire. Hein, d'accord? Donc, à condition qu'il faut bien poser l'indication, si on pose l'indication, donc c'est vraiment légitime de réaliser l'amygdalectomie parce que les complications après, ils sont plus redoutables que sur ceci immunologique. Hein, d'accord? Merci, merci. D'autres questions? Il n'y a pas? Donc, je vous laisse avec euh, après le cours avec la ravissante Dr. Aro. Voilà. Et voilà, tout à l'heure, elle va vous présenter les corps étrangers en ORL. Voilà. Merci beaucoup.